Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission de lancement de Eye of the Taiga, une émission live proposée par Fakir, l'ASBL qui écoute et entend et fait entendre la voix des artistes, musiciens et musiciennes auprès des politiques et dans la sphère de la musique. Chers auditrices et chers spectatrices, vous nous suivez potentiellement sur les ondes de Radio Panique 105.4 ou sur Facebook, si vous préférez mettre des visages sur des noms. Et c'est très bien. C'est le Point Culture qui nous accueille aujourd'hui et c'est l'occasion du lancement de la série de podcasts, donc Eye of the Taiga. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'émission en présence d'invités qu'il me tarde déjà de vous présenter et que vous voyez potentiellement. Alors tout d'abord, de quoi allons-nous parler ou plus spécifiquement inclure aujourd'hui ? Eh bien, Fakir lance une série de podcasts pour, à destination des artistes, un guide de survie pour lutter contre l'isolement. Et la première saison, Vous n'êtes pas seul, sort aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent écouter l'épisode 1 et son bonus sur les plateformes de Fakir, à savoir Mixcloud, Soundcloud et le site internet. Exactement. En effet. Et à partir de demain, rendez-vous sur les ondes de Radio Panique. Donc à partir de 14h30, ce sera chaque vendredi. Et dès mars, sur les ondes de Radio Campus, le lundi dès 16h. Voilà. Eye of the Taiga est un podcast produit par Fakir et le Xara Bruxelles. Et là, je prends mes notes pour les crédits car je ne vais oublier personne. La réalisation est faite par Nastasia Rico et Fabien Hidalgo, à l'aide de Noé Béal, Thibaut Kuckelbergs, Pablo Fleury, Béatrice Deboc. La voix off et le montage, c'est Nastasia Rico, encore une fois. Et le mixage, le Xara ASBL. L'habillage sonore, qui est très beau et dont vous avez pu déjà entendre le générique en introduction, c'est Clément Nourri et Lynn Cassier. Avec le soutien du Xara, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SABAM, Court-Circuit, Playwright et le Jazz Station. Salut Anastasie. Salut, bonjour tout le monde. C'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui, grâce à cette création. C'est quoi alors Eye of the Taiga ? Enfin, c'est quoi la Taiga d'ailleurs ? Alors la Taiga, c'est parti de cette idée qu'on a eue avec Fabien de se dire faire une métaphore en voyant le secteur culturel comme une sorte d'écosystème super riche et super varié et en même temps ce côté un peu de la dureté qu'on peut avoir de la forêt, quelque chose d'un petit peu froid, compliqué de s'y retrouver, un peu impénétrable quand on y est. Et donc c'est tout cet amalgame-là qu'on a trouvé... toute cette métaphore-là qu'on a trouvée plutôt intéressante qui représente bien le secteur de la musique, en fait, en Belgique en tout cas. Et pour tenter de percer cette taïga, eh bien, nous sommes très bien entourés aujourd'hui. Introduction des invités 3-4 à ma droite. Je commence par le poète punk Biche de Ville, administrateur chez Fakir et donc porteur du projet Biche de Ville. Salut. Salut. Ça va ? Avec un pull d'enfer. Toujours. Et vous ne voyez pas les chaussettes. À ma gauche, Béatrice Deboc, pianiste, compositrice et interprète dans le secteur musical depuis tes 16 ans et tu portes le projet Biastre. Hello. Hello tout le monde, bienvenue. Bienvenue à toi. Et enfin, François Custers, membre du groupe Guilt et ancien programmateur musical à l'atelier 210. C'est ça, jusque-là, c'est correct. Ok, si on commençait super mal. Non, c'est magnifique. Je ne m'appelle pas François. Et là, c'était râpé. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, de discuter et d'écouter un premier extrait du podcast avec un extrait du hors-série de l'épisode 1. C'est Elia du projet ONA qui nous parle du statut d'artiste. C'est qu'en fait, ça te met des balises et ça te met en fait des repères, ce genre de concours. Parce que, ok, tu t'en donnes les moyens et tout, mais il y a toujours des trucs que tu vas zapper alors qu'ils sont primordiaux, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je trouve que ce genre de concours, ça te permet en fait, à travers des professionnels, de te mettre dans une optique où tu te mettrais pas forcément et où eux, ils pensent à des choses qui leur paraissent très évidentes. Pourtant, toi, t'es en mode, mais non, pas du tout, tu vois. Quand, par exemple, on parle même de diffusion, d'attaché de presse, de tous ces bails-là. Introduction de l'habillage sonore. On entend Elia effectivement parler de ce que ça peut être l'isolement. D'ailleurs, dans le podcast, on va aussi pouvoir entendre Julie de Juicy qui raconte son expérience au conservatoire. Est-ce que vous, justement, à quel moment dans votre parcours vous avez commencé à ressentir ça ? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Ne vous battez pas.
Bah, je vais bien commencer en fait. Tout simplement, quand tu as l'habitude de travailler à l'école le matin, le midi et le soir et que les gens jouent dans une cour et socialisent, ça fait déjà un début d'isolement en fait. Donc tu commences tout doucement à te sentir un peu à côté de la plaque. Et avec le temps, bah, simplement, disons, quand tu trouves pas des gens qui ont la même fougue que toi dans les lieux où tu bosses, et dans l'art, c'est très sentimental, très tout de suite dans les extrêmes, ben, tu peux avoir des gros clashs avec des gens comme au conservatoire. Moi, je me suis sentie très seule parce que j'étais la fille de deux musiciens classiques. Et donc, du coup, il y avait l'antécédent de toute façon, c'est la fille de. C'est pour ça que non, je suis un être humain qui s'est formé, qui a bossé comme tout le monde pour y arriver. Et je pense que là, voilà, moi, en tout cas, ça a été les premières années les plus seules de ma vie où je me suis rendu compte que rentrer sur scène, c'était sortir de chez moi, éviter le plus de contacts possible, aller sur scène, faire mon job et retourner chez moi. Et c'est dommage parce que c'est au contraire dans l'art qu'on trouve des gens avec qui s'allier. Et voilà. Est-ce que tu veux compléter? Je suis pas sûre d'avoir compris la question en fait. Moi non plus, en entendant la réponse. Ça, je me crois que sens ça commence soulagé à- avec le sol, du coup. C'était une non-question. Voilà. C'était une non-question, mais bizarrement, il y en a une qui a très bien compris la question, donc je veux pas dire, mais... Mais merci d'avoir, parce que tu nous aides vraiment à mettre des C'est idées en place pour Et donc l'idée, rebondir. c'est comment on a senti comment on a démarré la musique. Alors, Comme, en fait, on peut même poser une autre... Enfin, j'avoue que j'ai une question qui me... Est-ce qu'à un moment donné, dans votre parcours, oui. vous avez eu l'impression qu'on vous a donné des bagages ou en tout cas, on vous a prévenu de ce qui vous attendait? Mais pas du tout. Et du coup, pour embrayer ce que j'avais cru comprendre avec ce que je comprends là maintenant, moi j'avais testé pas mal de scènes puisque j'étais acteur de théâtre, de cinéma, j'ai été mannequin, j'ai été prof, donc il y avait pas mal de plateaux avant d'arriver à la scène musicale. Et moi, la scène musicale, finalement, c'est simplement à un moment donné d'avoir écouté, de me dire, suite à un burn-out notamment, pourquoi tu serais prêt à tout sacrifier? Et je me suis dit, c'était un peu ce rêve que j'avais jamais pris le temps de réaliser, qui était la musique. Et donc, les choses sont allées très vite à ce moment-là, puisque il y a 3 ans, je pense, où j'ai commencé finalement à composer. Quelques mois après, on me donnait une carte blanche alors que j'avais qu'une track à mon actif. Et c'est après cette première scène-là que j'ai senti que c'était le bon endroit. C'était ça, en fait. Mais ce qui fait que, comme j'ai voulu démarrer direct dans le vif du sujet, parce que je vais pas mentir aussi, moi aujourd'hui j'ai 38 ans, donc en soi quand tu es artiste émergent à 35 ans, 5 ans, par rapport à l'industrie musicale, c'est tard. Et donc à ce moment-là, je n'avais aucun outil. Donc si tu veux démarrer et tout de suite aller dans le vif du sujet, moi j'ai tout de suite consacré l'entièreté de mon temps, de ma vie, de mon argent à ça. Ouais non, il y a pas un mode, comment je dirais, allez, un petit bouquin avec toutes les réponses. Il n'y a pas une vraie formation en tant que telle qui te donne toute l'étendue de ce à quoi tu vas être confronté, en fait. Ouais, du coup, moi, c'est difficile de répondre. C'est assez différent, en fait. Moi, le truc, c'est que j'ai justement rien fait à cause du fait que j'avais pas le bagage pendant quasi 10 ans. Tu veux dire que tu t'es pas autorisé à le faire? Ah ouais, moi ça a été un énorme problème en fait, c'était le concept même d'autorisation. C'est avec de ça que j'ai principalement souffert pendant, je dis 10 ans, mais ça peut être arrondi peut-être à 15, machin. Le premier moment où j'ai commencé à faire de la musique, parce que j'en fais depuis que j'ai 13-14 ans, ça veut dire depuis 14 ans j'ai commencé à avoir des projets et des groupes, j'en ai peut-être eu 10 moutures différentes avec des personnes différentes au fur et à mesure des années, etc. Je suis très content de pas du tout m'être lancé à l'adolescence parce que c'est mieux pour les oreilles de tout le monde que je l'ai pas fait à ce moment-là. Mais au fur et à mesure, moi, j'ai eu cette espèce de paralysie un peu perfectionniste, à la fois sur le projet musical, de pas arriver à le lancer parce que c'était jamais assez bien, jamais assez bon. J'avais jamais assez le bon matériel qu'il fallait, pas l'entourage qu'il fallait. Donc il y avait cette espèce de barrière mentale qui se mettait, mais qui venait aussi, je pense, avec le sens d'une forme de réalisation du fait que ça se passait pas comme je pensais que c'était en fait. Donc ça a mis aussi beaucoup d'années de désacralisation et de déconstruction d'un milieu que on connaît d'abord et avant tout en tant que fan et en tant que spectateur, auditeur, en s'imaginant depuis la perspective du public, qui est très différente de la perspective de la scène. Et je prends cette image particulièrement parce que je pense que c'est quelque chose qu'on va peut-être partager ici, c'est que la première fois de sa vie qu'on monte sur scène d'ailleurs, il y a vraiment ce choc esthétique qu'on a de réaliser que on voit rien en fait, on a tout on se retrouve avec toutes les lumières dans la gueule, etc. Et que ça donne pour moi une bonne image de
cette manière dont on entre dans un flou et dans quelque chose sur laquelle la distance et le confort de distance qu'on a à voir quelqu'un depuis scène et s'imaginer que ça se passe comme ça, qu'on se développe comme ça, parce que c'est les exemples qui sont arrivés jusqu'à nous. Il suffit de l'appliquer à nous-mêmes, il va se passer la même chose, et puis on réalise qu'en fait non, c'est très très différent. Et du coup, moi, je me suis retrouvé à faire le choix et avoir la chance, ou les deux en même temps, de me retrouver à travailler dans une salle de concert et progressivement aller jusqu'au poste de programmateur de cette salle de concert. Et alors que je voulais pas faire ça, moi je voulais pas travailler, ça m'intéressait pas de faire des études et travailler. J'ai finalement fait des études et j'ai travaillé. J'étais très content que ça arrive quand même. Mais du coup, c'était cette expérience un peu bittersweet, comme on dit en anglais, un peu doux amer, de à la fois quelque chose de très positif qui m'a donné à voir le monde de la musique, mieux le comprendre, rencontrer plus de gens, démystifier, apprendre les métiers et comment les gens fonctionnent, etc. Et d'un autre côté, vivre cette frustration originelle constante de mettre des gens sur scène plutôt que de moi être sur scène. Et voilà, il m'a fallu jusqu'à véritablement cet été pour rendre ma démission et me dire que c'était voilà, j'avais acquis assez d'expérience et aussi sur moi-même, parce que le travail il est à 2 niveaux, pour dire maintenant il est temps et j'y vais, quoi. Mais pour moi, je dirais, désolé, ma première réponse est déjà très longue et ça donne le ton de mon défaut, donc il faudra me couper, je vous préviens. On est à 5 minutes d'émission, je vous pardonne encore, mais je vous préviens après. Mais vous allez me pardonner maintenant, vous allez voir, ça va être de moins en moins pardonnable au fur et à mesure. Non, je vais juste dire là-dessus que c'était à la fois le fait il y avait aussi des barrières mentales à vraiment abattre, et moi quelque chose qui m'a beaucoup sauvé par rapport à ce perfectionnisme, qui est une forme de protection vis-à-vis de soi-même pour pas se lancer, ça a été de me convaincre, et si je faisais les choses à 80%, au lieu de les faire à 100%. Ça, c'est quelque chose qui m'a libéré, c'était de me dire, je vais faire quelque chose maintenant, et ce sera pas parfait. Est-ce que tu veux parler aussi, par exemple, enfin justement, dans le podcast, plusieurs artistes en parlent, le rapport au rythme, c'est-à-dire ce qu'on peut donner par rapport à ses objectifs. Moi, c'est pas tellement une question de rythme, même si j'entends cette question-là, et elle recoupe probablement la question de la santé mentale quand on fait des métiers de la musique et des métiers créatifs dans lesquels on est très peu rémunéré pour beaucoup de travail à essayer. Ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'entendais plutôt ça dans le sens de pour oser me lancer et oser faire des choses, il faut accepter qu'on va se planter et qu'il va y avoir des erreurs, et que ces erreurs, on a le droit de les regarder droit dans les yeux, on a le droit de les vivre, et c'est formateur. Donc, si je devais repiquer un passage du podcast, justement de l'épisode, c'est plutôt ce moment où Mathilde Fernandez parle de ça, et qu'elle dit le fait que même au moment où elle était plus ou moins bien entourée déjà, elle voulait faire des choses qu'on lui disait, son entourage professionnel qui sait mieux, entre guillemets, disait ça c'est une erreur, on ne te recommande pas de le faire, etc. Mais qu'elle a quand même parfois été au bout de ses erreurs pour les vivre, pour les incarner et comprendre ensuite pourquoi c'était une erreur et savoir pourquoi Et donc c'est une partie de ça en fait, de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire s'autoriser à dire oui, c'est pas la version parfaite. Moi, mon projet, j'ai lancé en solo, alors que j'ai jamais imaginé un projet avec moins de 5 musiciens dedans. Ça a été tout des espèces de sacrifices, mais qui au final ont ouvert des portes que je me serais pas ouvertes autrement. Donc ça valait la peine de... Voilà. Effectivement, et c'est un peu l'un des gros avantages des gros intérêts du podcast aussi, c'est ça, c'est vraiment le retour d'expérience. Est-ce que vous, il y a des grosses foirades que vous avez eues mais qui ont été hyper bénéfiques? J'entends pas se prendre les pieds dans le micro, hein, mais... Je pense qu'il y en a tout le temps. En fait, tu sais pas faire les choses à 100% bien, surtout quand on te demande autant à l'époque actuelle. Donc, les foirages, ça fait partie de la vie et c'est ça qui est cool. Denis Lavang, je salue un bon ami à moi, qui me disait « Moi, j'adore tomber sur scène parce que ça m'apprend à rebondir. Et rebondir, c'est beau. Je préfère la chute que de rester là et qu'il se passe rien. » Voilà. Voilà. Je pense que ça fait partie du fait de prendre des risques aussi. Si tu prends pas de risques, en fait, t'apprends rien. Prendre des risques, c'est aller vers des terrains inconnus. Être original aussi, c'est tout un monde. Tu vois, tu t'ouvres un truc et tout le monde te dit « Ah non, ne va pas là-bas. » Surtout, il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Et tu fais, j'y vais. Là, tu te plantes 1000 fois, mais tu construis un truc et tu fais, ah ok, c'est comme ça qu'on construit. Boum, je retombe dans le truc, je sais comment on construit. Je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Après, il faut avoir un sens d'aller là-bas. Tu ne vas pas juste te planter pour te planter, quoi. Mais si tu vas te planter pour un but, ah ok, j'ai appris un truc, là pour moi, c'est fertile. Et la vie de musicien, c'est tout le temps comme ça. C'est comme dans 4 fils, comme une poupée. Ah, voilà, il y a un fil qui tombe, je dois m'en remettre un là. C'est vraiment cool qu'on soit en live sur Facebook pour voir vraiment tes propositions scéniques. Ouais. Non, mais je me rends compte que les auditeuristes ratent quelque chose. Mais... sur Radio Panique, ils s'en mordent les doigts, là. Exactement. J'aurais dû aller sur les réseaux sociaux. Il est encore temps. Mais j'allais dire, moi, justement, en rebondissant avec ce que tu dis, c'est qu'en fait, il n'y a pas de foirage.
On fait que avancer. Dès le moment où tu fais un pas en avant, déjà, tu avances. Faire sens, moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me définit beaucoup dans ma démarche. Et j'adore ton partage d'expérience aussi parce que j'ai fait un peu l'inverse. Et c'est pas pour rien que je me définis comme poète punk, parce que le punk, c'est pas un style de musique. Le punk, c'est une manière de faire. C'est de pas attendre de savoir faire pour faire. Et ce premier, moi, c'est pas un plantage, mais moi, le tout début, qu'est-ce que je faisais? J'étais avec GarageBand. Je composais un son, j'écrivais des paroles, et puis je prenais mon téléphone, je faisais un clip où je demandais à un pote de se mettre devant en disant attends, je vais te filmer pendant une demi-heure, on va faire un clip. Je postais mon truc sur Facebook, et puis je sais pas, j'attendais que Stromae me contacte parce que je l'avais tagué, et je me disais allez, c'est bon. Et puis après j'ai commencé à comprendre, non, il faut mixer, masteriser ton son, tu peux pas juste l'enregistrer avec ton téléphone. Enfin voilà, mais en même temps, c'est en faisant tout seul dès le début, c'est comme ça que j'ai appris plein de choses différentes, et parfois pas que je regrette, mais j'ai envie là de temps en temps de refaire un clip au téléphone, de refaire un truc justement parce que c'est cette fougue là, c'est cette candeur là qui fait qu'on y va en fait, mais toujours avec cette notion, comme Biastre disait, de faire sens. On fait pas juste ça pour se poiler ou pour faire joli. Après, ça, c'est ma conviction. Mais c'est essayer d'apporter du sens et d'être porteur de quelque chose, en l'occurrence d'un message qui puisse être fort et résonner. Et je te remercie parce que avec ce retour d'expérience, tu as introduit merveilleusement un deuxième extrait. Mais oui, bravo à toi, du podcast. Mais de rien. Et en plus, c'est vraiment hilarant parce qu'on est dans une émission méta, puisqu'il s'agit d'un extrait de ta voix, et que je vous propose d'écouter pour faire suivre la discussion. On se rend pas compte, en fait, tout ce que ça demande, tout ce que ça réclame. Faire de la musique, il suffit pas de faire de la musique. Cette partie où j'écris, cette partie où je compose, par exemple, elle est hyper minime entre le moment où, tout d'un coup, on veut la rendre accessible aux autres. Donc, je disais tantôt, oui, si elle n'est pas écoutée, ça sert à rien de faire la musique. C'est pas vrai, c'est important. Mais pour que ça aille jusqu'aux oreilles des gens, il y a tout un passage obligé. Voilà, l'étape studio, l'étape de l'enregistrement, l'étape du mix, du mastering et tout ça. Il faut savoir que moi, au début, j'en tenais pas du tout compte. Donc, j'enregistrais avec mon téléphone ma voix. Et puis, je composais mes trucs avec mon petit ordi. J'avais même pas de carte son. Et une fois que voilà, j'avais une track qui me paraissait sympa, je créais un clip avec mon téléphone et puis je partageais ça sur le réseau. Et j'attendais de faire le buzz. Eh bien, ça ne marchait pas. C'était littéralement méta. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est bizarre. Il y a une impression de déjà vu, je crois. Oui, voilà, je dis toujours les mêmes choses, peu importe. Mais non, mais en même temps, c'était vraiment. Enfin, c'est vrai qu'on trouvait ça intéressant parce que on a parlé de se lancer, d'avoir la confiance en soi, de déjà partir et de se dire ok, j'ai quelque chose à raconter, quelque chose qui va faire sens par rapport à mon moi artistique. Mais il y a aussi la découverte de en fait c'est un métier où on compte pas son temps. C'est un métier. Et c'est un métier où, en fait, il y a 5 métiers dedans. Plus. Mais alors, coupez-moi. Il y a plus que 5. Hein. Ouais. Je veux dire, on est... Moi, pas plus tard que... Enfin, on est community manager, on est attaché de presse, quand on n'a pas encore une équipe, on est booker, on est manager. Enfin, voilà, il y a tout le truc de... On est compositeur, on est interprète, on est auteur, on est parfois mixeur quand c'est un truc qu'on gère. Enfin, voilà, donc il y a toute l'étape composition, il y a toute l'étape enregistrement, c'est pas toujours nous qui le faisons, mais après tout ce qui est de le faire voyager, on a 1000 casquettes à mettre et c'est ce qui fait que ça en plonge plus d'une au burn-out. Oui, totalement d'accord. Et je voulais rebondir par rapport à l'image qu'on a de la musique à l'époque actuelle, surtout. Il y a tellement une déraisonnabilité de ce qu'on projette par rapport au travail que c'est. Le simple fait aussi de tourner un clip. On le voit, on se dit c'est génial, ils sont dedans, c'est super, alors que c'est des milliers de prises, comme dans un film. Et d'aller de l'autre côté du décor et de voir le nombre de métiers que ça engage, le nombre d'heures que ça engage de travail, le nombre de mois, d'années, etc. Pour un seul 3 minutes 50, parfois, que quelqu'un regarde et fait ouais, c'est nul. Et tu fais ah, ok, bon bref, je vais essayer de rebondir. Et aussi c'est beaucoup de remise en question parce que mine de rien, si on est employé du matin jusqu'au soir à faire un truc genre community management et que tu vas dans un sens et que ça donne des résultats, ça va.
Mais là, les résultats, ils sont pas toujours là. Donc, tu as l'impression de travailler en plus dans le contresens et de se dire, ah, parfois, il y a une flamme qui donne un feu, une braise. Ah, c'est pas sûr que ça reste, c'est plus là demain. Et donc, voilà, tu passes ta vie dans ce côté très adrénaline, je pense. Et quand tu as une équipe qui t'entoure, c'est génial, mais elle est pas toujours là non plus. Il y a des gens qui tombent enceintes, qui tombent amoureux, qui disparaissent, et voilà. Et puis il y a toi aussi et ta propre réalité de vie, c'est-à-dire quand, enfin ça me fait marrer. Hier, pardon, tu. Non mais en fait ça me fait marrer parce que hier il y a Vald qui a sorti une interview avec Mehdi Maizi où il parle de ça. Il dit en fait la vie elle m'appelle et moi j'ai pas le temps pour la vie parce que en fait moi j'ai envie de rapper, j'aime bien, mais par contre je dois m'occuper de mon marketing, de mon public, de ma com et tout, et du coup bah en fait la vie je lui réponds jamais. Et je trouve ça assez cool comme. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ce qu'il y a aussi dans le podcast qui sont présents dans tous les épisodes. C'est cette question de l'image et du rapport au temps et de se dire que comment est-ce que tu fais en tant qu'artiste pour gérer la répartition entre ce qui est préparé, tes morceaux, tes répétitions, ta prestation sur scène, qui est quand même un énorme boulot en soi et qui évidemment se fait pas tout seul, et en même temps préparer tout le reste en amont. Et comme tu disais toi, Biche, c'est de se dire en fait tu fais de la musique très bien, mais si tu la diffuses pas et si tu la penses pas tourner vers ton public, comment tu vas faire en fait pour tout simplement qu'elle soit écoutée, parce que malheureusement et encore plus maintenant dans cette période-là, il y a tellement une surcharge de production audio que tu te dis comment est-ce que tu fais pour te démarquer de toi parmi l'innombrable nombre d'artistes et de musique qu'il y a, quoi. Vous avez la réponse? On est d'accord avec toi. Je l'ai, mais je ne la donnerai pas. Je pense qu'il faut aussi élargir un peu le spectre et voir que c'est pas quelque chose qui est seulement propre à la musique. On est dans une époque aussi où il y a un flux d'informations et une saturation par rapport à ces choses-là qui rendent toute forme de métier créatif ou toute forme d'activité qui se base sur un échange avec un public, une interaction et une réception extrêmement différent et compliqué. En fait, il faut abandonner d'essayer de résoudre ça. C'est pas résolvable. Je crois qu'il faut... Une des bonnes choses qui est arrivée récemment en musique, je veux dire, ces dernières années, qui a peut-être été un petit peu plus mis en lumière avec le confinement, c'est le fait d'oser enfin casser certaines versions romantiques de l'artiste qui, pour moi, sont extrêmement néfastes depuis des générations à la figure qu'on se fait de l'artiste en société. Il y a une romantisation qui veut que l'artiste est un être en souffrance, que toute bonne création est une création qui est issue d'une forme de souffrance, et on entretient dans toutes les formes disciplines d'art un culte de l'artiste qui souffre, un culte de l'outcast, etc. Et ça va de Vincent Van Gogh à n'importe quel musicien, et on peut en trouver à l'appel des exemples comme ça. Et je pense que ce qui est courageux dans notre époque maintenant, dans le fait que les artistes mainstream, même si on peut douter parfois de la manière, osent enfin mettre la question de la santé mentale sur la table. Ça doit s'accompagner aussi de la réflexion sur ok, on parle de la santé mentale, si on veut pas que ce soit juste un nouvel argument de vente marketing parce que ça peut faire vendre des CD, ça peut tout toucher des trucs, parce qu'il y a toujours une partie cynique à ça et je pense que ça existe pour l'instant. Il faut aussi réaliser que du coup on peut pas tout faire en même temps, tout le temps, et qu'il faut savoir en tant qu'artiste se poser les questions de ce dont on a vraiment envie à partir d'un moment où il faudrait choisir. Et je pense que c'est sain de s'entendre se dire, quitter cette position de spoiled child 2 secondes et de se dire je peux pas tout avoir, je n'aurai pas tout, je l'accepte. Si je devais quand même choisir ce que j'ai envie d'avoir et ce qui est important pour moi d'avoir, qu'est-ce que je garde? Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a des boussoles différentes et on peut arriver en tant qu'artiste à investir du coup plus ou moins de temps dans l'une ou l'autre chose en fonction de notre compas personnel et ce qui va être important pour nous. Et en plus, et parce que c'est évidemment un des enjeux énormes, en comprenant qu'un parcours de développement artistique professionnel implique de s'entourer de gens qui nous prennent un poids des épaules parce que c'est leur spécialité, et que d'arriver à apprendre à nouveau à déléguer et travailler en équipe dans une époque qui n'a fait que charger l'individu de toutes les responsabilités, c'est-à-dire qu'on devient tous des JRI, entre guillemets. JRI, donc c'est journaliste reporter d'image, c'était une des évolutions que le journalisme a connues ces dernières années, c'est-à-dire que maintenant, si vous passez devant la Commission européenne, vous voyez souvent ces journalistes qui sont avec leur propre selfie stick et en fait ils sont tout seuls, là où avant il y avait un caméraman et un preneur de son. On a fait ça dans tous les domaines, en musique aussi. Je pense que ça a amené plein de choses positives, parce que ça a démocratisé les moyens de production de la musique. Le fait qu'on ait des programmes
ton expérience, tu vois, par rapport à GarageBand, même s'il y a ces aspects qui font sourire dans la manière dont tu le racontes, c'est aussi incroyable en fait qu'on ait eu des GarageBand préinstallés sur des ordinateurs avec des gens qui ont pu, par curiosité, ça a amené vraiment les vocations. Il y a plein de programmes font des choses qui coûtaient des milliers d'euros avant. Mais avec ça, c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir se recentrer si on veut être professionnel dans la musique et pas juste TikToker de la musique, c'est-à-dire que tout le monde peut faire à l'heure actuelle des choses qui peuvent potentiellement avoir des milliers, des millions de vues si on est dans la bonne vague algorithmique. Mais c'est important dans un parcours professionnel de réaliser qu'il y a des gens qui accompagnent à ça. Et voilà, c'est pour ça qu'une manageuse, un manager, bookeuse, booker, les attachés de presse, la promo, c'est aussi important et ça aide à se décharger de partie de ça. Mais il faut aller jusqu'à les avoir. C'est Et ça. ça, il faut le rappeler que c'est ça. pas évident non plus. Parce qu'ils sont pas nombreuses non plus. Il y en a pas autant qu'il y a d'artistes. Et il y a plusieurs choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir parce que déjà, pour moi, le problème avec la musique, c'est qu'on est dans une industrie musicale. Alors, c'est sûr qu'il y a un afflux dans tout, mais la musique, tout d'un coup, industrie musicale, veut dire que tout d'un coup, on doit faire de la thune avec quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct créatif, etc. Donc là, il y a déjà une antinomie dans ce qui se rencontre. Et puis, il y a comment le fait d'être artiste est perçu par la société. Alors oui, moi, je reste convaincue que c'est un vrai travail d'être artiste et que de choisir d'y consacrer tout son temps, eh bien, ça, c'est possible. Ça reste une option et qu'on ne doit pas se sentir coupable de le faire parce qu'à force voilà, je vais reprendre ce qui vient de se passer avec ce confinement, etc., où on n'était jamais, pendant tout un tas de Codeco, on n'était jamais cité, on parlait pas de la culture du tout, ce qui fait que les gens aussi qui suivaient ça se sont dit, en fait, de fait, c'est pas des vrais métiers, alors qu'on a accompagné tout le monde, hein, que ce soit avec nos musiques, nos films, etc., on a permis à tout le monde de traverser ça. Et puis, après, c'est comment nous, on gère ça, parce que tu parlais de charge mentale ou de souffrance, etc. Et c'est pas évident quand on est seul, parce que de choper une équipe, c'est pas facile, de faire face à tout ça, de la meilleure façon qui soit, alors qu'on est seul, et que je demande pas mieux que d'avoir une équipe. Je demande pas mieux que d'avoir... voilà, moi, je suis, en partie, je suis accompagnée, mais pas... Enfin voilà, c'est pas aussi simple que ça. Je m'embrouille un peu là. Non, mais moi je ne trouve pas. Et c'est pas simple en vérité. Hein. Si Oui, c'est jamais ce que je disais induisait que c'était quelque chose de simple, évidemment, absolument pas. Comme tout développement de carrière, mais je veux dire, parfois, il y a des métaphores qui se valent et qui se valent pas, mais avec le fait on est assez indépendant et entrepreneur forcément en tant qu'artiste. C'est la même chose que pour des gens évidemment qui démarrent des entreprises ou des startups, etc. Est-ce qu'ils vont être accompagnés? Est-ce que leur idée va être reprise? Est-ce que quelqu'un va croire en eux, les prendre? Parfois oui, parfois non. Le temps de travail investi, il est malheureusement le même, et l'énergie investie, voire parfois plus, pour des projets qui vont aboutir et qui vont trouver une audience, et pour ceux qui partent. Mais après, le truc, c'est qu'heureusement en musique, il y a et c'est parfois cruel, mais parfois un peu heureux, c'est qu'il y a des histoires qui sont très différentes, et parfois il y a des succès assez immédiats, mais qui en fait détruisent des gens après parce qu'ils l'auraient pas du tout voulu comme ça et leur carrière dure pas du tout. Et parfois il y a des gens qui mettent 10, 15, 20 ans à trouver quelque chose et donc il reste ces possibilités. Donc il n'y a aucun parcours qui est le même ou une manière à suivre dans tous les cas, quoi. Et si je peux juste rebondir, et puis après je te laisse la parole, Biastre, c'est par rapport à ce que tu disais aussi, François, et toi, Biche, sur ce fait de se dire que on a une certaine attente dans cette industrie musicale où il faut avoir une rentabilité, une autonomie financière, mais en même temps il y a ce paradoxe dont toi tu parlais, François, au niveau des stéréotypes, des stigmates qui sont rattachés au métier de l'artiste, qui font que on considère ce métier-là comme un hobby et non comme un travail, et qui fait que du coup on se retrouve avec justement des cachets sous-évalués, des formes de rémunération qui sont pas adaptées non plus au métier. Donc il y a aussi ce paradoxe-là qui tend autour du métier de l'artiste, quoi. Je voulais rebondir sur l'industrie musicale, simplement de se dire que l'industrie musicale a perdu déjà le disque. Donc en perdant le disque, tout s'est remis dans les concerts, et tout s'est remis dans les concerts, il fallait ramener du monde. Donc les likes, les réseaux sociaux sont devenus la valeur principale d'artistes qu'on book. C'est-à-dire qu'un artiste qui sait remplir une salle de 2000 personnes, même si c'est, désolé, parfois de la merde à l'égard de certaines personnes,
bah, il remplit la salle, il remplit le contrat, il permet à la salle de subsister. Et ces choses-là, en Belgique, sachant qu'on est fort assisté, je pense à des modèles plus américains où absolument tout le monde paye sa place à 20$, même quand il reste 20 minutes dans un show. J'étais un peu choquée de voir les gens faire « Ah, $20, ok, no problem ». Après 20 minutes, ils étaient partis, j'aime pas, mais c'est logique. Une partie de mon revenu est destinée à ça, quoi. Je paye directement dans l'artiste, j'achète directement son merchandising. Ici, j'ai pas vu ça vraiment comme ça. Je pense que quand les gens sortent, c'est déjà la première chose. Est-ce que c'est payant? C'est plus de 10€. Ah, c'est gratuit, ok, peut-être je viendrai. Voilà. Et donc, il y a toute cette couverture de devoir développer un artiste en Belgique qui est de l'ordre de tu ne vas pas jouer pour beaucoup, où tu vas avoir un creux. Dans les festivals, ce sont les noms qui ont les plus de likes ou le plus d'interactions qui ramènent le plus de gens. Même s'il y a encore une découverte culturelle, c'est ça qui est cool. T'as des programmateurs qui font « Ah ouais, coup de cœur, c'est bon ». Mais il y a tellement peu de coups de cœur par rapport à la programmation de base. Je parle de ça avec des directeurs de festivals qui me disent « Oui, bon, j'aime pas la programmation que j'ai eue. » Je dis mais pourquoi? Mais ça ramène du monde. Du coup, je suis pas en faillite cette année. Je dis ah ok, magnifique. Et donc du coup, d'avoir Fakir qui permet de ramener aussi des artistes belges, de repenser en fait cette programmation, va permettre une découverte musicale et va permettre à ces artistes qui ne touchent pas assez que pour pouvoir payer d'attachés de presse, de tout ce qui entourage qui est payant. Je veux dire, qui va sacrifier sa vie entière du matin jusqu'au soir à faire community management, à part si c'est ton copain, ta famille, quelqu'un que tu connais. Voilà. Enfin bon, voilà. Je pense que le paysage peut changer si ensemble, on se dit, OK, on essaye de créer un environnement qui valorise plus le professionnalisme de l'art, mais là, il y a un chemin aussi. Il y a l'artisanat. Tu parles du perfectionnisme outrancière, tel que je dis. Bah, des fois, tu te lances pas dans ça parce que tu te dis, mon Dieu, l'échelle est tellement grande, mes aspirations sont tellement grandes, ce que je fais, c'est de la merde. Mais si tu fais pas de la merde et que tu l'appréhendes pas en pleine figure aussi, et que tu évolues en prenant non pas les likes, mais les conseils des gens avisés qui ont l'habitude d'avoir travaillé le terrain, tu n'évolues pas non plus. Et je pense que cette visibilité, le fait d'être payé, tout ça qui va avec, et de se planter en même temps, va permettre à des artistes plus jeunes que moi aussi d'émerger et de sentir qu'il y a vraiment un entourage possible pour créer une carrière en Belgique. Alors que là, maintenant, honnêtement, je ne sais pas comment créer une carrière à part de faire le buzz. Et tu parles d'algorithme, faire le buzz, c'est une stratégie malade. Je pensais à Gangnam Style où j'ai été voir les hackers qui ont payé dans le monde entier pour que le premier jour, absolument tout le monde aille voir ce truc-là pour que les algorithmes montent. Et je te rassure, on a payé un tas de petits Russes pour des bots pour faire tourner un max la vidéo là-dessus aujourd'hui. Ah, voilà. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de bots, que les personnes qui sont en train de nous regarder sur Facebook peuvent nous poser des questions, enfin en l'occurrence vous poser des questions car à moi ça n'aurait pas de sens, auxquelles vous pouvez répondre aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour compléter la discussion. C'est rigolo quand même parce qu'on est sur des points de vue assez variés sur le rapport à l'accompagnement professionnel. Ouais, mais moi je voulais encore, sans étirer trop les sujets, s'il y a d'autres questions, etc. Mais je trouve que le sujet il est intéressant. Plutôt que ma casquette d'être quelqu'un qui a bossé justement en tant que programmateur pendant 7 ans là-dessus, parce que à la fois j'entends tout à fait ce que tu dis et je suis d'accord avec, et à la fois forcément la situation, la réalité, elle est quand même très très variée, diversifiée, avec beaucoup d'exemples différents. Elle est très localement identifiée, c'est-à-dire que la Belgique n'est pas un autre pays. La Belgique, pour moi, on ne peut pas considérer la Belgique en musique, on doit considérer la Belgique francophone et la Flandre. Et c'est pas un statement politique que je dis là, c'est juste qu'on a simplement des institutions culturelles, de développement, etc., qui fonctionnent de manière différente et distincte. Je suis très heureux de voir que sous l'impulsion de pas mal de bonnes choses ces dernières années, il y a de plus en plus de rapprochements entre la scène flamande et la scène francophone, mais c'est loin d'être un acquis. Et je pense que pour la question de l'unique voie serait celle de faire du buzz, je pense qu'heureusement que non. Beaucoup d'artistes sont par contre en souffrance entre les différentes injonctions qu'on leur donne. Et je pense qu'on est typiquement, si on prend l'exemple d'un artiste un peu indé, c'est-à-dire au sens de quelqu'un qui n'est pas là minimum pour faire la tendance exacte dans sa musique et avant tout de vouloir être connu, d'être au plus haut niveau, que la musique soit quelque chose de secondaire, mais quelqu'un qui arrive avec des ambitions musicales et d'intégrité musicale, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il s'offre quand même des voies à cette personne-là, autre que le buzz absolument, même si on ne peut pas pour autant ne pas jouer le jeu des réseaux sociaux du tout. Et on est toujours le cul coincé entre deux chaises, entre ce besoin, je pense, de véracité, d'authenticité, de se respecter, de rester aligné avec ses valeurs, et en même temps de ne pas être le vieux con
qui espèrent toujours que l'industrie de la musique va fonctionner parce qu'on aura eu un double page dans les Inrecuptibles, parce qu'on va vendre des disques. C'est ça le problème de l'artiste, je pense, et de beaucoup d'artistes à l'heure actuelle, c'est on évolue en permanence avec des modèles en tête et souvent des choses qu'on aimerait atteindre qui sont déjà complètement démodées et qui ne se passeront plus. Et c'est en fait... les choses vont trop vite, en fait. Le modèle de ce qui se passe maintenant, même si on devait essayer de s'investir là-dedans, le temps qu'on y arrive, c'est déjà une autre plateforme qu'il fallait investir, en fait. Et donc, moi, je pense qu'il faut aussi parfois... il y a certains endroits où moi, je me suis retrouvé à faire le deuil de certains... je sais pas, certaines ambitions et certains espoirs que j'avais en me disant mais c'est complètement adolescent en fait. Oui, tu rêvais de ça à 16 ans, c'est très bien, mais non, il faut faire le deuil. Ça ne fonctionne plus comme ça, c'est plus grave, on vend plus de CD. Je vois le combat et j'ai été énormément dedans avec le Fakir aussi, sur la question de la représentativité des quotas à la radio, etc., et qui je trouve toujours est un combat tout à fait noble, mais qui à un moment a fini par me dégoûter aussi dans un sens où j'étais en train de me dire le temps qu'on est en train d'investir sur un média qui, pour beaucoup, sur la musique, est en train de mourir, c'est-à-dire que son public vieillit avec lui, mais ne se renouvelle pas du tout. Et on continue d'être en train de se battre pour absolument que nos quotas de diffusion là-dessus soient plus élevés, etc. Tandis que le problème du streaming à côté de ça et de la juste rémunération, la musique s'écoute tout à fait ailleurs. Il y a une difficulté constante, en fait, à se mettre au niveau de son époque, parce que forcément, on a grandi musicalement avec des rêves et des ambitions qui étaient celles de... je lisais Rolling Stone Magazine et je rêvais d'être dedans, ou je rêvais d'être sur telle scène, ou je rêvais d'être l'invité de telle émission à la radio. Alors c'est malheureusement des choses qui n'ont plus du tout le même poids, quoi. Moi j'en parlais encore il n'y a pas si longtemps que ça aussi avec mon attaché de presse là-dessus, qui développait un discours là-dessus, en disant le nombre d'artistes qui viennent me voir en pensant que le jalon d'efficacité de mon travail sera jugé sur le nombre d'articles que j'obtiendrai dans les revues que eux lisent, ou en vérité lisaient parce qu'ils ne les achètent plus. Et qu'ils ne les ont pas eu, donc ça n'a pas fonctionné, alors qu'en vérité, même quand on les a, nous on voit que l'impact réel, même du double, triple page dans un de ces gros magazines-là, qui est en perte d'audience, n'a plus rien à voir avec une campagne réseaux sociaux, Facebook, etc. C'est à la fois dur, mais en même temps, je pense qu'il faut trouver les moyens de s'adapter à ça, sans se formater, se vendre et se trahir soi-même, mais tout en restant ouvert au fait qu'il existe malgré tout des voies. Et pour revenir à la Belgique et finir là-dessus, il y a plein de choses qui ne vont pas du tout dans la musique, je trouve, en Belgique francophone, qui m'énervent profondément depuis toujours. Mais en même temps, et en comparaison à d'autres territoires, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup d'accompagnement à l'émergence, de manière qui n'existe vraiment pas du tout ailleurs dans d'autres pays où c'est le désert total. Ici, le nombre d'agences, même au niveau public, qui sont là pour aider à l'émergence, à l'export, à la création, à la résidence, à l'enregistrement, etc. En fait, on a des mécanismes qui sont particulièrement abondants en comparaison avec d'autres lieux. Est-ce que ça suit après sur le parcours de carrière ? Non, probablement pas suffisamment, mais voilà, il y a parfois plus de choses que ce qu'on pense, mais enfin voilà. Je pense que Biche de Ville, justement, tu peux rebondir là-dessus, comme tu es très présente sur les réseaux. Ouais, mais j'allais dire déjà, par rapport à ce truc je pense par exemple de passer à la radio, il y a pas ce truc d'ego, mais aujourd'hui, il faut aussi se dire que passer à la radio, par exemple, passer sur la première, va te rapporter plus d'argent que de passer sur Spotify. Pour le moment, c'est ça ce qui se passe. Donc oui, il y a quelque chose à revoir par rapport à la valorisation du streaming, mais pour le moment, c'est comme ça. Et moi j'ai bien vu, là, je suis passée sur la première, je pense le 31 décembre, j'ai ouvert mon compte Instagram, après 5 minutes, il y avait déjà 15 personnes en plus. Donc il y a un truc qui est là. Et ce que je voulais rebondir aussi, mais par rapport aux choses qui ont été dites, finalement, donc ce qu'on veut, on est dans une industrie. Ce qu'on veut aussi, c'est monter sur scène. Il y a ce truc du jeu des réseaux, etc., cette visibilité. Mais il faut aussi voir que les minorités, donc c'est à l'image de la vie, de la société, qui reste une société actuellement toujours patriarcale, hétéronormative, blanche. Enfin voilà, les privilèges sont toujours là. Bien sûr, les choses avancent, mais quand tu fais partie d'une minorité, que ce soit une minorité de genre, mais que tu sois une personne racisée, c'est aussi tout un tas de strates qui font que tu as moins accès. Enfin, voilà, les quotas parlent d'eux-mêmes par rapport que ce soit aux programmations et autres. Alors, ils sont pas toujours super bien développés chez nous, mais on peut comparer avec la France, etc. Moi, je sais simplement que en mettant un hashtag transgenre parce que je suis trans, et que je voudrais que ma communauté me retrouve sur Instagram, eh bien, en fait, pour le moment, Instagram m'invisibilise pour ça.
Et donc, il y a une espèce de cercle vicieux. Alors, je ne veux pas du tout jouer l'artiste maudit, mais il faut aussi être conscient que l'industrie musicale, alors oui, on ne va pas tout changer, mais elle est le reflet de la société. Et Et il y a on a beau jouer des jeux, il y a la même invisibilisation et la même non... allez... Je sais pas, je vais inventer des mots, mais on a compris, non, je crois. Voilà. Oui, je pense que c'est bon. Merci. On a compris. Oui, je voulais dire merci pour les débats que j'avais lancés. Je vois que ça commence à faire des trucs. Ouais, par rapport à ce que je voulais dire, je suis d'accord avec le fait qu'on a on a une variation extraordinaire de gens qui jouent des styles différents ici, mais c'est juste par rapport au fait d'avoir une carrière et de pouvoir tenir en ayant des concerts payés et de se payer le mois. Je pense qu'en Belgique, c'est très dur d'avoir une carrière, c'est ça que je voulais dire. Et non pas d'aller faire le buzz, mais d'avoir une visibilité qui permet entre autres de pouvoir attirer des rémunérations. Et ça passe aussi par le fait de pouvoir payer un entourage. Et donc, si tu n'es pas payé par tes concerts, tu ne payes pas un entourage. Et donc, tu n'as pas de concert parce que tu n'as pas le dossier de presse ni l'entourage qui te permet de rentrer. Et je pense que c'est ça que je voulais dire, en espoir à ces gens... tout jeunes qui se lancent dedans et qui nous voient en train de dire que c'est horrible. Non, c'est pas horrible. On n'a pas dit que c'était horrible. Non, mais que c'est difficile. C'est difficile, mais voilà, de savoir que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est quand même la base. Et après, il n'y a pas de recette miracle de comment ça fonctionne, si c'est l'entourage presse qui va aider à avoir un article qui va faire décocher, ou alors si c'est la première qui va ouvrir. On ne sait pas d'où ça vient. Mais ce feu, à un moment, il prend... Voilà. Si tu continues à donner des opportunités dans tous les sens. Et aussi, je voulais rebondir sur l'artiste maudit, qui a un culte quand même depuis tellement longtemps, parce qu'on le voit aussi pour les musiciens classiques qui sont morts et morts dans presque l'anonymat. C'est qu'en fait, pour avoir une fougue de créer autant et de pas être rémunéré, et d'être dans un malaise pareil et d'aller jusqu'au bout, il faut une forme de folie. Et cette folie, malheureusement, est souvent liée, pour pas tous, c'est ça qui est beau, à des formes de trauma, des formes de besoin d'attention, des formes de besoin de pouvoir extraire des choses qui sont horribles à l'intérieur, qui ne passent pas autrement. Et c'est pour ça qu'on associe toujours l'artiste à ça, parce que c'est la personne qui, entre autres, tu le mettrais dans un bureau, il y aurait cette souffrance qui le détruirait, tandis que dans l'art, il arrive à transformer ces choses-là. Et je pense que ce culte, il sera là toujours, parce que être artiste, on sait très bien que même dans tous les pays, même si c'est plus facile, c'est très dur, il faut y avoir une discipline. Et je pense que depuis tout à l'heure, on parle vraiment de discipline. Si on a de la discipline du matin jusqu'au soir, de se lever à telle heure, de faire ci, etc., on arrive toujours quelque part. Mais on oublie un truc, parce que du coup, c'est vrai qu'on a dit, c'est pas horrible, etc. Il y a un truc aussi où, pour justement, les jeunes artistes aussi qui nous suivent, qui est, si ton truc, c'est juste d'être une star, c'est juste de faire de la thune, etc., peut-être fais autre chose. Mais si c'est un feu sacré que t'es à l'intérieur, mais vas-y. C'est juste que oui, ce sera pas facile. Mais moi, je sais qu'à la fin de mes concerts, à chaque fois, je dis, les rêves, ils sont faits pour être réalisés et ne tient qu'à toi. Il y a que toi qui va te donner cette légitimité. Il y a que toi qui va te dire, mais vas-y. Il y a que toi qui va te supporter tout le temps. Et si c'est ce en quoi tu crois et si c'est ce que tu sens, mais fais-le. Alors bien sûr, ce qui est bien, c'est qu'au moins on en parle des difficultés et on parle que c'est pas facile. Moi, je sais que j'ai toujours été très authentique par rapport à tout ce que je traversais, et c'est une artiste qui finalement était beaucoup plus connue que moi qui un jour m'a dit, mais c'est dingue biche, parce que sur Insta tu fais des stories où parfois tu pleures, ou parfois tu dis ouais, j'ai pas été pris pour tel appel de la Fédé machin, et c'est dingue. Elle dit, moi j'osais jamais dire ça, à chaque fois je faisais que des stories pour partager le beau, le bien, mais en fait c'est vrai, c'est pas tout le temps bien. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on met un gros projet sur les difficultés, mais au moins on en parle. Et ça permet aux choses d'être réelles, en fait. Alors, je vous rassure complètement, c'est super génial de dire que c'est horrible, parce que sinon on n'en parle jamais et on ne le sait pas, et c'est beaucoup mieux de le savoir quand même, histoire de tomber dans les pièges, certes, mais en sachant qu'il y a d'autres gens mais pas impossible, alors. Tout à fait. Mais justement, avant l'entourage, je trouve ça intéressant ce dont tu parles. Avant de trouver l'entourage, à quoi ça ressemble une journée où tu dois créer et en même temps diffuser un max, quoi. Ben, je t'avoue que les journées où tu crées, moi, là, pour le moment, je suis en train de les compter sur pas grand-chose depuis un certain temps, parce qu'à partir du moment où tu as créé, où tu as ton truc, moi, j'ai été jusqu'à l'album que j'ai créé seul, et puis maintenant, il faut qu'il tourne, cet album. Donc, il faut que les gens l'écoutent, et puis il faut que je monte sur scène. Et donc là, mes journées, elles ressemblent plus à des journées de community management pour se dire, OK, il va falloir que je poste pour justement annoncer les prochains trucs et en même temps contacter certains lieux. Alors que moi, je dis, j'ai un début d'entourage, hein, j'ai une attachée de presse et tout, mais c'est pas elle qui est derrière mon Insta, mon truc, pour justement qu'on parle de moi. Et c'est vrai que même si
là, c'est du bois, touchant du bois pour le moment, c'est top parce qu'on me contacte pour monter sur scène, donc c'est hyper précieux. Mais pour ça, c'est parce qu'en fait, on a parlé de moi à gauche, à droite, machin, que j'ai été visible, machin, que j'ai, à chaque fois que je vais quelque part, je mets mon pull fluo avec mon nom, ce qui fait que même quand on reconnaît pas mon visage, on voit mon truc, on fait ah ouais, biche. Enfin, et donc du coup, j'ai l'impression d'être en mode branding tout le temps. Genre, je regardais dans mes poches parce que tu fais semblant de regarder dans tes poches, tu m'as déjà montré ce qu'il y avait dedans. Ouais. Mais non, mais parce que je me suis dit tiens, je te l'ai donné ou pas. Là, genre par exemple, j'ai ma carte, j'ai un tas de cartes sur moi tout le temps. C'est entre le flyers et la carte de visite. Alors je donne l'astuce, parce que vous pouvez la recopier. Et du coup, avec cette carte-là, bon, elle peut être partout parce qu'il n'y a pas mon téléphone perso dessus, mais en même temps, tu peux découvrir ma musique. Mais dès que je sors, même à une soirée, même je vais mater un cabaret, je discute avec des gens, on me dit ah t'es qui, tu fais quoi, hop, clac, clac. Et donc il y a une espèce de truc non-stop dès le moment où je me lève le matin et où je vais poster quelques trucs sur Instagram et tu te vends. Il y a un, je vais pas dire que tu fais ta pute, mais il y a un truc, ouais, on se vend constamment. Parce qu'il faut que tu me likes, parce que si j'ai plein de likes, je vais du coup attirer l'attention, ça va m'accorder une sorte de valeur, on va me dire, ah ouais, je vais remplir une salle, alors je vais le programmer, enfin voilà, donc il y a une espèce de, voilà. C'est chaud, hein. Je voulais rebondir parce que je pense qu'il y a plusieurs techniques. Moi aussi, j'ai essayé comme ça aussi et c'est pas du tout mon caractère. J'arrive pas à parler aux gens. Donc du coup, moi, j'en ai fait trop. Je suis quand même à 65 heures de cabaret astral, de live en streaming, de programmes différents. Et il y a personne qui m'a couvert pour les 65 heures, de trucs du genre. Par contre, il y a des gens qui me voient toutes les semaines, quoi. Et je me dis, je continue jusqu'à... comme Jésus-Christ, tu vois, avec sa croix, jusqu'à ce qu'à un moment, les gens parlent tout seuls. Et les gens commencent à parler tout seuls, quoi. Mais ça a pris 1 an et demi. C'est à force de taper dans un truc, tu choisis ton clou qui te convient le mieux. Voilà, moi, je suis une acharnée aussi. Et puis, d'avoir 2 projets, moi aussi, je suis pianiste classique. Je me tape des cours, des trucs du genre. Ma journée, elle fait de 8h du matin à 1h du matin, tous les jours. Je pense pas que... Enfin, parfois, je me repose, sinon j'expose. Bah, justement, par rapport à cet entourage professionnel, quand est-ce qu'il est arrivé pour vous au moment de votre carrière? Quel a été le timing? Toi, je sais, Biche de Ville, que tu as depuis pas longtemps une attachée de presse. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, François, qui aussi a lancé Guilt depuis peut-être moins d'1 an, je pense? Ouais, moi j'ai même l'impression de ne pas encore avoir lancé Guilt en vérité. D'ailleurs, si on prend les échelons classiques de comment ça peut se passer, etc., en vérité... avoir fait une fois une première partie un petit peu très spontanée sur un coup de tête, sorti un single qui pour moi a vraiment surtout permis de dire en fait je fais de la musique à mon entourage, à mon cercle premier et j'entends le faire désormais. Ce single qui m'a permis de vraiment attirer des musiciens à qui j'aurais jamais osé demander de jouer, qui eux m'ont contacté, c'est ça que ça a renversé un peu le truc, pour venir jouer avec moi en disant on aimerait bien développer un projet, ça t'intéresse là-dessus, puis trouver des gens au fur et à mesure. Bizarrement, du coup, moi, le focus, parce que c'est tombé sur la pandémie aussi en même temps, donc je pouvais pas finalement faire autre chose que travailler le projet, les tracks, les résidences, envisager tout ça, et du coup aussi créer un environnement, un entourage professionnel sur le projet est arrivé même avant, je dirais, le développement du projet, entre guillemets, avant qu'il commence déjà à avoir une vie avec moi derrière qui essaie de le faire vivre. Etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu particulier. Après, ce qui est sûr là-dedans, c'est que moi je sortais avec 7 ans d'expérience d'un lieu qui est très loin d'être l'ancienne Belgique au Forêt Nationale à Bruxelles, mais qui mine de rien est quand même plutôt situé sur la scène musicale à Bruxelles et pas inconnu, et dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de bookers qui ont des projets importants en Belgique, d'être en contact avec beaucoup de gens des managements et des attachés de presse. Et ça, c'est l'énorme privilège parmi tous les autres que j'ai, de homme blanc, bien né, etc. Je le reconnais, moi, je commence par ça. C'est clair que ça a été quelque chose qui a été une énorme chance pour moi de pouvoir, je ne veux pas dire faire mon marché parce que ce serait quand même un petit peu exagéré, mais j'avais l'occasion de voir de l'autre côté du rideau comment des personnes travaillaient et avec qui j'aurais envie de travailler en me disant cette personne-là qui me fait chier en tant que booker, de la manière où elle pousse et voilà, éventuellement parfois. D'un autre côté, je me dis ça c'est le genre de personne que j'aimerais pouvoir travailler mon projet parce que je sais qu'à la fois qui il est, le crédit, le catalogue qu'il a, entrer dans ce genre de truc-là, ça crédibilise le projet, voilà, ça fait des ouvertures, mais donc ça arrivait... C'est arrivé assez vite et pour moi c'était une étape assez importante
dans un moment où, comme je disais, j'avais pas énormément d'autres choses à faire que de préparer le terrain avec cet entourage-là au moment où on pourrait arriver à sortir. Donc il y a ce gros paradoxe en fait autour du projet. Il y a un gros entourage professionnel en fait à tous les niveaux, parce que moi j'ai quasi depuis le début un booker qui est un booker assez important, un label et un management qui sont tous les deux un management assez important, et une équipe d'attachés de presse et de promo qui voilà, sont plutôt je sais pas, en vue, je sais pas comment dire, ils sont bien quoi, ils font ça bien. Donc, ouais. Oui, et puis ça ressort un peu cette question aussi qu'on a abordée quelques fois dans le podcast, de dire que parfois il y a cette méconnaissance qui vient des deux côtés. Il y a un peu une frontière où du côté tant du programmateuriste qui parfois ne se réalise pas trop en fait le quotidien de l'artiste, et à l'inverse, l'artiste quand elle va démarcher les programmateuristes, qu'en est-il de leur quotidien à eux aussi? Et donc du coup j'ai un peu cette question là pour toi qui a été ta casquette ancien programmateur musique à Atelier. Comment est-ce que quelle a été ta démarche en fait pour programmer les artistes? Est-ce que tu te limitais du coup aux mails? Est-ce que c'est toi qui allais les chercher? Est-ce que justement c'est plutôt ceux que tu programmais et celles que tu programmais, c'était des gens qui venaient te voir? Déjà, pour répondre à la première partie de la question sur le fait qu'on ne se connaît pas bien, on ne se comprend pas bien, ou le quotidien de chacun des deux côtés de la barrière, c'est vrai. Je pense quand même avec l'expérience que je vois que les artistes comprennent et voient beaucoup moins ce qui se passe du côté de la barrière des programmateurs que l'inverse, où la plupart des programmatrices et des programmateurs que je connais ont quand même une bonne idée du quotidien d'un artiste pour être à leur contact en permanence, pour être aussi, parce qu'on dit programmateur, programmatrice, mais on est souvent dans le métier généralement à organiser des résidences, à faire des suivis de projets, on est investi dans plein de jurys et plein de trucs qui font que on est quand même plus que le décideur avec son petit marteau qui dit toi oui, toi pas, tu seras payé un tel et un tel. On est quand même, en tout cas j'espère qu'on fait le métier correctement, on participe vraiment activement parce qu'on est passionné de ça, au développement de projets artistiques à tous les niveaux, quoi. Alors que c'est vrai que dans l'autre sens, étant donné qu'il y a tellement d'artistes et que ça met du temps avant d'avoir un entourage professionnel, ça met de l'expérience avant de comprendre comment les choses fonctionnent, mais c'est vrai qu'il y a forcément moins une connaissance de ce que ces personnes dans leur tour d'ivoire qui décident de notre sort font, quoi. Après, pour répondre plus précisément à ta question sur la manière de faire, tout ça en fait. Moi, il faut savoir que par exemple, en tant que programmateur, je comptais que je recevais entre 40 et 50 propositions par jour. Je suis seul. Donc dans tout le département musique, c'était que moi en fait à la T210, donc il n'y a personne d'autre. Déjà là, on est face à une impossibilité humaine, c'est-à-dire que je peux pas tout écouter. Je peux pas prendre toutes les journées et faire toutes les autres choses que j'ai à faire sur le côté. Faut quand même savoir que moi, pendant tout un temps, j'étais à la fois responsable communication aussi du lieu en plus d'être programmateur, et j'étais toujours graphiste du lieu aussi à la fin. Il y a des moments où j'ai enchaîné des 55 heures, 60 heures semaine, alors que pourtant j'étais de ce côté de la barrière dans lequel il y a des CDI, etc. Donc c'était pas. Et aussi engagé avec Fakir. Et engagé avec Fakir parce que de manière cohérente aussi, parce que moi j'étais déjà musicien de base, donc je voulais aussi que moi en tant que programmateur je montre le soutien de cet autre côté-là des gens qui programment aux artistes aussi, et l'importance aussi de moi en tant que programmateur de parler du Fakir et d'en parler aux artistes, parce que beaucoup d'artistes venaient ne connaissant pas ce que c'était, etc. Donc de jouer ce rôle-là, tandis que parfois c'est vrai que le secteur de la musique il se clive un peu, quoi, entre les acheteurs et les vendeurs, en des termes très grossiers, et du coup moi je voulais ne pas être là-dedans, quoi, être au plus proche des artistes et pas être vu que comme celui qui décide, et voilà. Et puis après, pour rapidement sur la manière de programmer, il y a tous ces mails qui arrivent, on écoute, forcément on a des billets, forcément on va porter plus attention au mail qui vient de tel booker avec qui, ou telle bookeuse avec qui on a l'habitude de travailler, dont on sait que par le passé dans son catalogue il y a des choses intéressantes, donc on se fie à son jugement, mais ça peut venir d'un tout autre booker ou quoi. Ça va venir aussi de la manière dont les mails sont présentés, où avec l'expérience on voit directement des artistes qui ne sont pas à des niveaux de développement suffisants que pour espérer être cohérent dans une salle comme la mienne qui fait 400 places, parce que oui, hein, il faut remplir, et c'est avec tout ce qui vient de négatif avec. Heureusement, il ne faut pas toujours remplir à 100%, et heureusement, on a le droit de faire des erreurs et on se rattrape. Des trucs qui sont garantis vont nous permettre de se tromper, donc il y a aussi cette partie-là. Par contre, on le voit aussi assez rapidement dans un email quand un artiste n'est pas au niveau de développement qui fait qu'il s'adresse à la bonne salle maintenant. Et ça, c'est un des trucs qui était aussi dans l'épisode 1 du podcast. Je ne sais plus qui disait, au début, j'ai fait toutes les erreurs, j'ai envoyé un mail à tous les programmateurs de concerts, voilà mon programme, voici mon SoundCloud, et puis personne ne me répondait. C'est normal, en fait. C'est la même chose. Et c'est en ça que tous les métiers sont communs, c'est-à-dire qu'on fait confiance à des gens qui
ont une relation préétablie avec d'autres gens, pas parce que c'est un petit club d'un entre-soi où forcément avec tous des gens méchants dedans, même s'il y a de l'entre-soi et des gens voilà, méchants, mais aussi parce qu'on est ici face à des professionnels qui développent un dialogue, qui connaissent des programmateurs, qui savent comment les approcher dans les meilleurs moments, qui vont arriver à faire passer certaines choses et attirer de l'attention. Donc il y a ça, on est attentif à ça. Et moi, je mettais un point d'honneur à passer énormément de mon temps à dénicher les artistes, à aller voir des concerts, à écouter les choses. Et en faisant rentrer tout ça après dans l'enjeu de ma salle, qui était un lieu avec très 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 peu d'argent, donc je pouvais offrir des cachets qui étaient de toute façon très inférieurs à ce que d'autres lieux pouvaient. Heureusement, comme les autres lieux payent très mal aussi, c'était pas une différence très importante. C'est très cynique ce que je dis, mais j'espère que vous comprenez Non, mais c'est le côté ironique de ce que je raconte. Et c'est particulièrement pertinent que c'est effectivement là où on avait envie dans une première partie de parler justement du contexte de l'isolement, mais ensuite par rapport à cet entourage quand même on l'a, et quand on est accompagné par des professionnels, comment s'inscrire dans cette industrie-là et comment s'intégrer justement dans ces nouvelles problématiques une fois qu'on n'est plus seul, mais avec d'autres, parce que ça ne sauve pas tout non plus et c'est encore d'autres problématiques qui arrivent. Je vois l'heure qui tourne. Je te voyais reprendre ton micro et je te demande pardon. Je t'ai dit tout à l'heure que tu pouvais le faire. Clairement. Donc, et là, je le fais. Tu vois, c'est ce qui s'appelle tenir le crachoir. Je ne lâcherai pas le micro. Je voulais juste savoir s'il y avait des questions de la part des internets. Alors, peut-être prendre le micro si tu veux, Fabien. Merci. Il y a une question qui s'adresse aux invités que je trouve assez intéressante, qui est le fait de traverser les obstacles et de les surmonter comme ça en tant qu'artiste, est-ce que ça vous gêne pour écouter et apprécier d'autres artistes, en fait, d'autres musiques, puisque vous connaissez un petit peu l'envers du décor, donc forcément on n'a pas le même regard, la même oreille quand on entend, quand on écoute les autres artistes. Mais là, moi j'ai envie de dire, il y a une dualité qui s'installe et que je déteste, c'est que il y a ce truc de, évidemment, si l'autre est choisi, c'est pas toi qui es choisi. Donc, cette industrie nous oppose les uns les unes aux autres, et je trouve ça horrible parce que moi, parfois, j'ai arrêté de suivre certaines personnes parce qu'en fait, ça me faisait trop de mal de me dire ah, il est pris là, pourquoi pas moi. Et puis d'un autre côté, quand tu fais pas mal de méditation, tu te recentres un peu, et puis si tu t'ouvres aux autres, tu te rends compte aussi qu'en fait, on peut se soutenir les uns les unes les autres, et que moi, je me suis rendu compte aussi, notamment il y a un an, quand j'ai commencé à demander des conseils pour pouvoir rendre un dossier pour la Fédé, et puis j'ai lancé ma campagne de crowdfunding, que j'ai des artistes que je connaissais même pas, dont j'avais même pas entendu la musique, sont venus à moi en disant mais si tu veux, moi je te file mon dossier, et si ça peut t'aider, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a aussi ça. Et donc c'est vrai que la plupart du temps, je le dis, si jamais vous avez envie, et je l'ai encore fait le week-end passé, si vous avez besoin de conseils, déjà moi je suis là. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai embrassés tout seul, et donc je serais ravie de vous aider et de simplement vous transmettre ce que moi j'ai appris par mon expérience. Mais si aussi je peux, parce que il y a aussi plein d'astuces réseau et tout que moi je connais et que je peux transmettre. Mais si je peux vous mettre en lumière, parce qu'il y a de la lumière sur moi, alors je peux vous mettre en lumière, je le fais. Envoyez-moi un truc, et je l'ai encore fait récemment, enfin voilà, pour un artiste qui lançait son clip, et je dis bah vas-y, file-moi les trucs, et au moment où ça sort, je le partage, etc. Et donc c'est garder ce truc où la lumière des autres ne nous fait pas d'ombre. Et enfin voilà, on peut faire la lumière tous ensemble. Ouais, je voulais parler spécifiquement, si la personne, merci pour ta question, nous écoute, si c'était à propos de la déformation d'écoute d'autres gens. En effet, quand tu travailles en artisanat, du coup, quand tu écoutes d'autres musiques aussi, ça défigure un peu la manière dont tu te laisses aller à écouter. Donc, c'est-à-dire que si j'écoute un truc et que j'entends que voilà, le son, par exemple, la dernière fois, c'était de saxo, était un vieux synthé dégueu, je vais peut-être plus l'écouter que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la production musicale en faisant voilà, alors que normalement la musique est censée être un truc coulant, que tu écoutes, que tu savoures. Alors est-ce que ça défigure l'art qui t'inspire? Je pense pas. Par contre, ça met les critères beaucoup plus hauts. C'est-à-dire que j'ai réécouté l'album de Zefda Liza et j'étais complètement transportée toute la semaine en boucle. Donc voilà, j'étais obsédée par cet artiste, et ça fait de moi toujours autant bien l'artiste qui crée que l'artiste obsédé par d'autres artistes. Je sais pas si la question
de l'autre revers. François, tu veux dire le dernier mot? Ouais, mais peut-être rebondir par rapport à ce que dit Biche, parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. En fait, donc plutôt sur cet aspect-là que j'entends de la question, moi, qui est le rapport plutôt social avec les autres artistes. Moi, c'est un moment des plus gros trucs que j'ai shifté dans ma tête. En fait, c'est au bout d'un moment de réaliser qui m'a mis dans la tête que c'était une compétition, en fait. Parce qu'en fait, la musique nous est vraiment systématiquement présentée comme une compétition. De un, parce que c'est du capitalisme pur et dur, dans lequel on dit toujours qu'il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, ce qui reste une vérité, mais qui ne doit pas forcément induire nos comportements et nos déductions vis-à-vis de ça. De deux, parce que dans la vision du grand public et ce qu'on leur donne, des télécrochets depuis la Star Academy jusqu'à The Voice aujourd'hui continuent d'entretenir énormément cette idée de on met des gens face à des jurys qui décident si oui ou non ils vont passer, etc. Et c'est très très fort intégré comme quelque chose de normal d'être dans une compétition et de juger. On fait dans les musiques alternatives des concours, des rock rallyes, etc. Dont certains par contre font des très bons travaux parce que justement ils permettent. Je prends par exemple le concours circuit, je pense qu'ils font ça bien dans le service qu'ils rendent aux artistes parce qu'on ne sacralise pas la position du gagnant. Il y a des gens qui sont être sélectionnés au concours circuit, franchir certaines étapes, a déjà vraiment des valeurs. Et à la fin, quand on arrive, comme on reçoit tellement différents prix, il y a moins cette question de savoir qui est le gagnant de concours circuit. On ne focalise pas sur le gagnant, celui qui a gagné, parce que à nouveau, ça c'est vraiment l'héritage de la norme mâle, l'héritage du virilisme, du patriarcat et du capitalisme qui vont toujours ensemble, c'est de se dire je dois gagner face à quelqu'un, je dois vaincre et battre et il y aura moi et pas lui à l'arrivée. Et moi, je crois que c'est un gros chiffre parce que forcément, comme j'ai été éduqué aussi en tant qu'homme, il y a beaucoup de moments de ma vie où j'ai été pris à part dans ce jeu-là malgré moi parce qu'on m'a donné les bonnes cartes pour le jouer, jusqu'au moment où je réalise qu'en fait c'était pas du tout le jeu que je voulais jouer et que je l'avais joué malgré moi, et beaucoup déconstruire en fait des codes de cette compétitivité que je voulais pas avec la musique. Et du coup mon rapport a beaucoup changé et incarné de manière très concrète dans les choses. Par exemple, ma consommation des réseaux sociaux a complètement changé. Avant, j'étais un peu un ghost sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de gens ils font ça. Ils scrollent les trucs, ils attendent et puis mais surtout ils vont pas montrer leur présence quand ils ont effectivement regardé un truc. Ils osent pas liker, ils osent pas commenter. Plus des 5 secondes sacralisantes, etc. Moi, maintenant, j'essaie vraiment, parce que forcément, mon Facebook est rempli énormément d'autres musiciens et musiciennes et des gens du secteur. Je me suis fait cet exercice mental qui n'est plus un exercice parce que c'est devenu naturel maintenant, mais je passais sur les trucs et je me disais, oh, attends. Non, t'as regardé plus de 4-5 secondes. T'as pensé quelque chose de positif là-dessus. Le minimum que tu puisses faire, c'est au moins liker. Parce qu'on sait en tant qu'artiste, et ça vaut pour tous les types d'artistes, qu'on peut se la raconter sur le fait qu'on fait ça pour soi, etc. Mais l'approbation, le retour, le feedback des gens, il est absolument fondamental. Il est fondamental. Alors on essaie de travailler pour pas en être dépendant au point de devoir développer des attitudes putassières, parce que c'est notre dose qu'il faut au détriment de la musique. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu la théorie de Bateson du don contre don, qui pour moi est assez véritable là-dessus. C'est que aussi, quand on commence à donner aux autres, on ouvre beaucoup plus la porte à ce que les gens donnent en retour et on crée des dynamiques qui pour moi sont positives. Et c'est hyper important. C'est hyper important au niveau de la musique. C'est pour ça que l'idée de scène est hyper importante et Bruxelles est en train de renaître pour ça, à mon opinion. C'est de avant tout créer des dynamiques entre les artistes et les musiciens. Les artistes, les autres musiciens et musiciennes sont toujours notre premier public, et entretenir et valoriser et se valoriser entre nous et supporter entre nous en oubliant le côté jalousie de qui a réussi, etc. Et on peut le ressentir, c'est humain, la jalousie, l'envie, on l'a en tant qu'artiste, on a envie du nombre de followers de l'autre, on a envie de son nombre de vues, on a envie de son plateau télé qu'il a fait, etc. Mais quand on change et qu'on switch et qu'on commence à se mettre dans une interaction dans laquelle je te souhaite le meilleur et franchement, tu as du courage pour faire ce que tu fais et franchement, bien joué et ton clip, il est cool et ton truc. On n'est pas obligé de mentir aux gens et de dire que c'est des génies quand on le pense pas, mais il y a toujours des choses positives qu'on peut le dire. En tout cas, si on le pense, le dire, le vocaliser, parce que moi, quand j'ai un commentaire positif, même, peu importe la source, ça me fait ma journée, toujours. Et c'est ça, et quand tu sais ce que coûte un like, finalement, ce que ça fait, et que c'est toi qui le reçois, et que tu dis, ça ne coûte pas grand-chose de le noter. Enfin voilà, parce que souvent, moi, par contre, à contrario, c'est le message du hater qui va me gâcher la journée quand il y a eu 100 likes, et celui qui va me dire non, en fait, t'es nul. Donc voilà, vive les. Et vocalisons-le. Je vous souhaite le meilleur. Je nous souhaite le meilleur. Et c'est ainsi, sur ces belles paroles, que se termine la première partie de l'émission. Oui, ça y est, c'était vraiment trop court, mais il y en aura d'autres. On a parlé pendant cette première partie de Denis Lavant, on a parlé d'isolement et de solitude, et on conclut sur ensemble, et c'est vrai que c'est ce que prône Fakir, c'est ce dont parle énormément le podcast, et donc je vous invite à l'écouter parce que
il est beaucoup question de ça, c'est que ensemble on peut peut-être, enfin tout seul on peut peut-être tracer, mais c'est ensemble qu'on fait mieux et qu'on fait plus longtemps. Exactement, je l'aurais pas mieux dit, je pense. Merci à tous, merci Merci. beaucoup. Merci à vous.